Le 23 mars 2008, un froid glacial s'accrochait aux crêtes des Hautes-Vosges. Le hameau des Brumes, un nom qui lui allait comme un gant, était un repli oublié du monde, niché au creux d'une vallée que les cartes routières semblaient avoir délibérément ignorée. Ici, le temps est tiré différemment, mesuré par le cycle des saisons impitoyables et le murmure du vent qui s'engouffrait sous les vieilles toitures en lauze. L'odeur âcre du bois de hêtre consumé dans les cheminées se mêlait à celle de la terre humide et des résidus de neige tardive, une symphonie olfactive de survie. Le silence profond et ancien régnait en maître, seulement troublé par le souffle des bourrasques qui dansaient entre les fermes en pierre. Était un silence lourd, porteur d'histoires non dites, un gardien farouche des secrets enfouis par des générations d'isolement volontaire ou subi, loin des lumières de Colmar ou Strasbourg. Puis, une rupture. Un crissement strident de pneus sur le gravier gelé déchira l'immobilité du hameau. La Clio blanche du docteur Lefebvre, reconnaissable entre toutes, s'immobilisa devant une masure dont la pierre semblait fusionner avec la roche environnante. Le docteur Lefebvre, médecin généraliste du village voisin, ne se déplaçait dans ses confins reculés que pour les urgences les plus extrêmes, celles où la vie tenait à un fil. Sa présence ici était un événement rare, lourd de sens, que les habitants observaient, souvent tapis derrière leurs fenêtres voilées par la buée. Il coupa le moteur, et le silence revint, plus pesant encore, comme si le hameau retenait son souffle. Le docteur, son sac médical à la main, s'avança vers la porte basse, une silhouette familière, mais toujours perçue comme étrangère, portant avec elle, écho du monde extérieur. À l'intérieur, l'obscurité était à peine dissipée par la lueur vacillante d'une cheminée crépitante. L'air était lourd, saturé de l'odeur du feu de bois et d'une anxiété palpable. Sur une paillasse rudimentaire, enveloppé dans des langes usées, gisait un nourrisson de quelques semaines, petit Charles. Son visage, déformé par des anomalies crânio-faciales évidentes, rendait sa respiration difficile, chaque inspire une lutte silencieuse. Autour de lui, des visages burinés par les rigueurs de la vie montagnarde, les yeux plissés par la suspicion envers l'intrus, mais aussi par une résignation troublante, presque ancestrale. Le docteur Lefebvre, habitué à la rudesse des existences ici, sentit pourtant un frisson lui parcourir, échine. Ce était pas un cas banal. Ce petit corps fragile, cette famille silencieuse, tout laissait présager que cette visite allait bien au-delà d'une simple urgence médicale, annonçant une série de révélations inévitables. Le docteur Lefebvre, le cœur lourd, comprit que ce était pas une simple grippe ou une fracture bénigne. Les traits déformés de petit Charles, sa respiration laborieuse, témoignaient d'une détresse qui transcendait la médecine de campagne. Des souvenirs lointains de murmures, d'enfants différents, dans d'autres hameaux reculés, refirent surface. Cette fois, la gravité était flagrante, indéniable. Il savait que son devoir allait au-delà d'un diagnostic local. Il s'agissait de lancer une alerte, de briser le silence séculaire qui enveloppait ces vallées. Contre l'avis tacite des anciens, qui préféraient régler leurs affaires entre eux, il se résolut à contacter les autorités sanitaires et sociales du département. Une décision lourde de conséquences, qui allait inévitablement déchirer le voile sur des réalités que beaucoup souhaitaient voir enfouies. Il sentait déjà le poids de la méfiance se poser sur ses épaules, mais le sort de l'enfant primait sur tout protocole de discrétion. L'appel du docteur Lefebvre résonna jusqu'à Strasbourg et Colmar, déclenchant une mobilisation inhabituelle. Le dossier de petit Charles atterrit sur le bureau de la docteure Émilie Dubois, généticienne au CHU de Strasbourg, dont l'expertise fut sollicitée en urgence. Ses premières analyses des échantillons, réalisées avec une minutie scientifique implacable, révélèrent des marqueurs génétiques alarmants, compatibles avec une consanguinité extrême. Parallèlement, Madame Sylvie Bernard, assistante sociale expérimentée du conseil départemental des Vosges, fut missionnée. Habituée aux subtilités des territoires ruraux, elle comprit immédiatement l'ampleur du défi. Le hameau des Brumes, un point presque invisible sur la carte, allait devenir le centre d'une enquête délicate, où la science et l'humain se heurteraient à des traditions immémoriales, des silences obstinés, et une méfiance farouche envers toute intrusion extérieure. L'isolement géographique du hameau des Brumes, n'était pas qu'un fait topographique. Il reflétait une histoire, une culture ancrée dans les Hautes-Vosges. Des siècles d'autonomie forcée par les hivers rudes et les chemins impraticables, avaient façonné une mentalité de clan, où la survie dépendait de la cohésion interne. Ce repli sur soi, garant de leur identité, avait malheureusement créé un terreau fertile pour l'endogamie, voire l'inceste, dont les conséquences génétiques
invisible pour la communauté, se manifestait désormais avec une brutalité insoutenable chez les plus jeunes. Elle, État républicain, par ses services de santé et d'action sociale, se retrouvait face à un défi colossal. Intervenir sans détruire ce qui restait de cette communauté, tout en protégeant ses membres les plus vulnérables, pris au piège d'un cycle tragique et inconscient. Les lois de la République française, en particulier celles relatives à la protection de l'enfance, Code de l'action sociale et des familles, et aux délits contre les personnes, Code pénal, allaient se heurter à une omerta ancestrale. Le capitaine Marc Fournier de la gendarmerie de Colmar, un homme de terrain expérimenté, était initialement sceptique, habitué aux rumeurs de village. Mais les premiers éléments scientifiques et les rapports de l'assistante sociale, décrivant des conditions de vie précaires et des signes de retard de développement chez d'autres enfants du hameau, transformèrent son scepticisme en une grave préoccupation. L'enjeu n'était plus seulement médical, il devenait judiciaire. Il fallait prouver l'improuvable, pénétrer un sanctuaire de secrets où la notion de crime était diluée dans des générations de non-dits, et où chaque tentative d'approche était perçue comme une agression. Le capitaine Fournier, malgré son scepticisme initial, ne pouvait ignorer le poids des rapports de la docteure Dubois et de Madame Bernard. Le silence du hameau des Brumes, habituellement apaisant pour les randonneurs, prenait désormais une tournure oppressante. Accompagné de 2 gendarmes, il s'aventura plus profondément dans les ruelles étroites et boueuses, les bottes crissant sur le gravier gelé. Chaque porte semblait se fermer un peu plus à leur approche, chaque rideau s'agitait discrètement avant de retomber, œil invisible des habitants se posant sur eux comme une chape de plomb. L'air, déjà froid, se chargeait d'une hostilité palpable, d'une méfiance séculaire qui ne se disait pas, mais se ressentait avec une acuité déchirante. Était un territoire où les mots perdaient leur sens face à l'obstination des cœurs. La progression de l'équipe était lente, méthodique. Le capitaine Fournier, habitué aux preuves concrètes, cherchait des indices dans l'environnement même du hameau. Les fermes, bien que solides, montraient des signes de délabrement avancé, une hygiène sommaire, et des conditions de vie rudimentaires, bien loin des standards du XXIe siècle. Des enfants au visage pâle, certains avec des traits légèrement atypiques ou un regard fuyant, observaient les gendarmes depuis l'ombre des granges, disparaissant dès qu'un regard se posait sur eux. Leur jeu, si tant est qu'ils en eussent, était silencieux, presque furtif. Fournier constatait, au-delà des rapports, une réalité visuelle troublante, qui renforçait la gravité de la situation, transformant son doute en une certitude glaciale. Parallèlement à l'approche musclée des forces de l'ordre, Madame Sylvie Bernard, l'assistante sociale, tentait une approche plus douce, plus humaine. Elle savait que la confiance ne se décrétait pas, surtout ici. Elle arpentait les chemins, un sourire patient aux lèvres, une main prête à aider, mais se heurtait invariablement à des silences polis, des hochements de tête évasifs, des portes qui restaient closes. Elle tentait de parler aux femmes, aux mères, offrant son aide pour des problèmes quotidiens, mais ses offres étaient reçues avec une politesse distante, un refus implicite de toute intrusion. Sa rencontre avec Mémé Annette, brève et glaciale, fut emblématique de cette résistance, la matriarche se contentant de fixer l'horizon d'un regard impénétrable. De retour à Colmar, le capitaine Fournier et la docteure Dubois ne se contentaient pas du terrain. Les archives départementales et les registres paroissiaux des communes avoisinantes devinrent des mines d'informations. Des heures furent consacrées à éplucher de vieux documents jaunis, des registres de naissance et de mariage remontant à plusieurs siècles. Les noms de famille, étrangement récurrents, se croisaient et s'entrecroisaient avec une fréquence anormale. Des mariages entre cousins germains, des alliances intrafamiliales répétées, des disparitions de noms qui réapparaissaient sous d'autres formes, tout confirmait l'hypothèse d'une endogamie poussée à l'extrême, un cycle généalogique fermé sur lui-même, scellant le destin de générations entières dans les vallées vosgiennes. Ces recherches historiques, combinées aux observations de terrain et aux analyses génétiques, commençaient à tisser une toile de preuves irréfutables. Pourtant, élément humain manquait encore, la voie qui briserait l'omerta. La persévérance de Madame Bernard finit par porter un fruit inattendu. Un après-midi, alors qu'elle distribuait discrètement des brochures sur les aides sociales, un jeune homme, Louis, croisa son regard. Il ne dit rien, mais son hésitation, le léger tremblement de ses mains, le regard qu'il jeta furtivement vers sa maison, tout indiquait un conflit intérieur. Ce était qu'un infime signe, une fissure à peine perceptible dans le mur de silence, mais était suffisant pour Madame Bernard. La brèche était ouverte. Malgré l'urgence médicale pressentie par le docteur Lefebvre et les premières analyses génétiques alarmantes de la docteure Dubois, le rouage administratif s'avérait plus lent, plus complexe.
Le capitaine Fournier, homme de terrain habitué aux réalités tangibles, avait d'abord accueilli les premiers rapports avec un certain scepticisme. Des rumeurs de village, il en avait entendu des centaines, souvent exagérées, parfois infondées. Le poids de la bureaucratie départementale et judiciaire imposait une marche méthodique, une accumulation de preuves incontestables avant toute action d'envergure. Chaque demande de ressources supplémentaires, chaque mandat potentiel, se heurtait à la nécessité de justifier, de convaincre des instances éloignées de la réalité du hameau des Brumes. Le temps, précieux pour les enfants vulnérables, étirait inexorablement dans les couloirs des administrations, entre dossiers empilés et réunions interservices. Cette inertie, bien que procédurale, devenait un premier obstacle majeur, presque aussi redoutable que l'omerta du hameau lui-même. L'enjeu était plus seulement de diagnostiquer une maladie génétique, mais de qualifier des actes, de prouver l'improuvable dans un environnement où la notion même de crime semblait diluée par des générations d'isolement. Les lois de la République, si claires en théorie, peinaient à s'appliquer à une réalité aussi archaïque. Le code pénal exigeait des preuves d'agression sexuelle, le code de l'action sociale et des familles, des éléments tangibles de danger pour retirer un enfant. Or, dans les Brumes, les silences pesaient plus lourds que les mots. La coordination entre la gendarmerie, le conseil départemental et les services de santé se révélait un exercice délicat. Chaque institution, avec ses protocoles et ses prérogatives, devait s'aligner, partager des informations sensibles, souvent sans cadre juridique clair, pour une situation aussi inédite. Cette complexité procédurale crée des frictions, des retards, et une frustration grandissante face à l'urgence humaine. Au-delà de la simple réticence individuelle, une forme de résistance plus systémique se faisait sentir, celle de l'État lui-même, confronté à l'inédit. Les décideurs, souvent éloignés des réalités des Hauts-de-Vosges, peinaient à saisir l'ampleur et la spécificité de la situation. L'absence de précédents clairs, le manque de ressources humaines et financières dédiées à une intervention d'une telle envergure, freinait l'action. Mobiliser une équipe pluridisciplinaire, généticiens, assistants sociaux, gendarmes, psychologues, pour une mission de longue haleine, dans un hameau quasi inaccessible, représentait un défi logistique et budgétaire considérable. Cette inertie institutionnelle, fruit d'une lourdeur administrative et d'une difficulté à sortir des cadres habituels, constituait un obstacle silencieux, mais redoutable. Le hameau des Brumes mettait à bas, épreuve la capacité de la République à protéger ses citoyens les plus isolés, même lorsque le danger émanait de traditions séculaires, et d'un repli sur soi devenu tragédie. Forte de ces données généalogiques, équipe de la docteure Émilie Dubois, au CHU de Strasbourg, put affiner ses recherches. Des analyses génétiques plus poussées furent menées sur les échantillons disponibles, non seulement ceux de Petit Charles, mais aussi ceux, plus rares, obtenus discrètement auprès d'autres membres de la communauté, grâce à l'ingéniosité du docteur Lefebvre et la patience de Madame Bernard. La généticienne collabora avec des épidémiologistes pour établir une cartographie des maladies génétiques récessives au sein du hameau. Les résultats furent glaçants. Une prévalence alarmante de pathologies rares, souvent invisibles à l'œil nu mais dévastatrices pour la santé et le développement neurologique des enfants. Ces données scientifiques, implacables, confirmaient sans équivoque la consanguinité extrême et ses conséquences tragiques, transformant une suspicion en une certitude clinique irréfutable et accablante. Tandis que les preuves scientifiques et historiques s'accumulaient, des rumeurs, d'abord chuchotées dans les couloirs administratifs de Colmar, commencèrent à filtrer. Un journaliste d'investigation de Astérisque l'Est républicain, alerté par l'ampleur inhabituelle de la mobilisation autour d'un simple hameau vosgien, commença à poser des questions discrètes. Conscient de la sensibilité du sujet et des enjeux éthiques, il ne publia aucune information prématurée, mais ses propres recherches, recoupant des témoignages d'anciens fonctionnaires ou d'habitants des communes voisines, corroborèrent l'image d'un isolement quasi total, et de particularités, au sein de la communauté. Sa présence, même discrète, ajoutait une pression supplémentaire sur les autorités, soulignant l'intérêt public grandissant pour une affaire qui, si elle éclatait, promettait de révéler une tragédie humaine d'une ampleur insoupçonnée. Pour comprendre la persistance de ce cycle tragique, une approche purement judiciaire ou médicale ne suffisait pas. Des sociologues et anthropologues, consultés par les services sociaux, commencèrent à analyser les dynamiques de l'isolement extrême. Ils étudièrent comment la nécessité de survie en milieu hostile, la préservation d'une identité montagnarde farouche, et la méfiance envers l'extérieur, avaient pu créer un système social, où l'endogamie, bien que destructrice, était devenue une norme implicite, un mécanisme de protection perverti.
Le rôle de figure comme Mémé Annette fut décrypté non pas comme celui d'une simple figure d'autorité, mais comme le gardien d'un ordre ancien, une gardienne des traditions, même si ces traditions menaient à la souffrance. Cette perspective éclairait la complexité de l'affaire, montrant que les habitants étaient à la fois victimes et, par ignorance ou résignation, acteurs de leur propre tragédie. L'ensemble de ces expertises, historiques, génétiques, sociologiques, et même, écho grandissant dans la presse, commença à former un dossier d'une densité accablante. Le capitaine Fournier et le procureur de la République N étaient plus face à des rumeurs ou des intuitions, mais à une montagne de preuves irréfutables. Les silences obstinés du hameau des Brumes, autrefois perçus comme une marque de respect ou de rusticité, prenaient désormais le sens d'une dissimulation collective, d'une omerta pesant sur des générations d'enfants. La suspicion avait cédé la place à une certitude glaciale. Une intervention d'envergure N était plus une option, mais une nécessité impérieuse. Le temps de la prudence excessive était révolu. L'heure était venue d'agir, de briser le cycle pour protéger les plus vulnérables, marquant le passage imminent à une phase judiciaire directe et douloureuse. Louis, jeune adulte du hameau, observait le monde avec des yeux marqués par une légère déformation, vestige silencieux d'une lignée complexe. Un incident de santé mineur, une mauvaise chute en forêt ayant entraîné une entorse douloureuse au poignet, l'avait contraint à se rendre à l'hôpital de Saint-Dié. Là, loin des murs protecteurs et étouffants des brumes, au-delà de la méfiance ancestrale, il avait entrevu une autre réalité. Les lumières vives des couloirs, les visages étrangers mais souriants des infirmières, la rapidité des soins, avaient semé en lui une graine de doute profond. Ce monde extérieur, si longtemps dépeint comme hostile et dangereux par les anciens, était peut-être pas tant. Une fissure s'ouvrait dans sa carapace de résignation, alimentant un conflit intérieur grandissant, le poussant à remettre en question les silences obstinés de Mémé Annette et l'ordre établi. Madame Bernard, avec sa patience infaillible, continuait de faire le tour des fermes distribuant des prospectus sur les aides sociales, offrant son écoute sans jamais forcer. Un après-midi glacial, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le hameau, elle croisa Louis près de la fontaine gelée. Le jeune homme, les mains rougies par le froid, hésita. Son regard fuyant trahissait une anxiété palpable, mais aussi une lueur d'espoir, ou de désespoir. Il ne dit rien, mais un furtif coup d'œil vers la masure de Mémé Annette, suivi d'un signe de tête presque imperceptible, fut suffisant. Madame Bernard, rompue au code non-verbaux des communautés isolées, comprit. La brèche, aussi infime soit-elle, était enfin ouverte. Elle le suivit discrètement derrière une grange, loin des regards potentiellement réprobateurs. Dans le secret relatif d'une grange désaffectée, à l'abri des regards indiscrets du hameau, Louis commença à parler. D'une voix basse et saccadée, presque inaudible, il révéla des bribes d'informations cruciales. Il ne comprenait pas tout, mais il raconta les mariages entre cousins, les alliances forcées pour garder le sang pur, ou ne pas diluer la lignée, des histoires de pères et de filles, d'oncles et de nièces, murmurées dans l'ombre des veillées. Il évoqua les enfants, faibles, ceux qui ne survivaient pas, ceux qui restaient différents et cachés. Ces mots, aussi fragmentaires fussent-ils, donnèrent corps aux suspicions de Madame Bernard, et à la cartographie généalogique du capitaine Fournier, transformant des hypothèses en une réalité déchirante et tangible. Était la première voix à briser l'omerta. Alors que les révélations de Louis commençaient à se propager au sein des services, le journaliste de Astérisque l'Est républicain, dont l'attention avait été piquée par l'activité inhabituelle autour du hameau des Brumes, intensifiait ses propres investigations. Son flair professionnel lui dictait que quelque chose de grave se déroulait dans ces vallées reculées. Sans encore publier d'articles, il multipliait les contacts discrets, interrogeant d'anciens fonctionnaires à la retraite, des commerçants des villages voisins, des gardes forestiers. Chaque bribe d'information, chaque silence lourd, chaque regard fuyant qu'il rencontrait, renforçait sa conviction qu'une histoire d'une ampleur insoupçonnée était sur le point d'éclater, bien au-delà des rumeurs locales. La pression médiatique, encore souterraine, commençait à peser sur les autorités. Ce N était plus seulement une affaire interne. L'accumulation des preuves, les analyses génétiques irréfutables de la docteure Dubois, les observations de terrain du capitaine Fournier, la persévérance de Madame Bernard et désormais le témoignage fragile mais essentiel de Louis, plaçaient les autorités face à une situation intenable. La procureure de la République, initialement prudente, ne pouvait plus ignorer la gravité des faits. Les discussions internes au sein de la gendarmerie et du conseil départemental prenaient un tournant décisif. La discrétion, si longtemps de mise pour ne pas alerter la communauté, devenait un luxe que l'on ne pouvait plus se permettre.
L'urgence d'une intervention structurée, coordonnée et à grande échelle s'imposait. Le temps des tergiversations était révolu, l'heure de l'action approchait, portée par le poids des souffrances révélées. Un premier article, prudent mais révélateur, parut finalement dans les pages régionales de *, l'Est républicain *. Sans nommer explicitement le hameau des Brumes, il évoquait une « enquête sensible dans les Hauts-de-Vosges » concernant des conditions de vie archaïques et des problèmes de santé publique alarmants dans une communauté isolée. L'article, rédigé avec une minutie professionnelle, posait plus de questions qu'il n'apportait de réponses, mais suffisait à susciter émoi et la curiosité du public. Les forums en ligne et les conversations de café s'emparaient du sujet, chacun spéculant sur la nature exacte de ces « secrets de montagne ». Était une brèche irréversible dans le mur du silence. Si vous avez suivi attentivement cette histoire déchirante, écrivez en commentaire « Justice pour Petit Charles ». La pression médiatique montait, exigeant des réponses et surtout, des actes concrets. La publication de cet article, même voilé, eut l'effet d'une onde de choc. Les services de confort, État, déjà sous pression interne, durent faire face à l'indignation grandissante de l'opinion publique. Des associations de protection de l'enfance, alertées, commencèrent à demander des comptes, exigeant des investigations plus poussées et une prise en charge immédiate des enfants concernés. Le préfet des Vosges, confronté à cette médiatisation inattendue, convoqua une réunion interministérielle d'urgence, impliquant la gendarmerie, les services de santé, le conseil départemental et le parquet. L'isolement séculaire du hameau des Brumes était brisé, non seulement par l'action des enquêteurs, mais aussi par la force inaliénable de l'information. La nécessité d'une intervention massive et décisive ne faisait désormais plus aucun doute, la République ne pouvait plus détourner le regard. L'aube du 15 mai 2008 se leva sur le hameau des Brumes, mais cette fois le silence ancestral fut brisé par un balai inattendu de véhicules. Plus d'une douzaine de fourgons de gendarmerie, d'ambulances et de voitures des services sociaux déferlèrent sur les chemins sinueux, leurs gyrophares perçant la brume matinale. Sous la direction du capitaine Fournier, l'opération Mise à l'abri était lancée. Des équipes pluridisciplinaires, composées de gendarmes en tenue, d'assistantes sociales comme Madame Bernard, et de médecins, investirent le hameau, se dirigeant vers les masures identifiées. Les portes s'ouvrirent sous le poids de l'autorité légale, révélant des scènes de vie, souvent d'une précarité insoutenable. Les visages des habitants, jusqu'alors figés dans la méfiance, laissaient transparaître un mélange de peur, de colère, et, pour certains, d'une résignation profonde face à cette intrusion inévitable et irréversible. Les enfants, Petit Charles en tête, furent les premiers à être pris en charge, leur regard interrogeant un monde qui venait de basculer. Au cœur de l'intervention, la confrontation la plus emblématique eut lieu devant la masure de Mémé Annette. Postée sur le seuil de sa vieille ferme en pierre, les bras croisés, le regard impénétrable, elle incarnait la résistance séculaire du hameau. Le capitaine Fournier, accompagné de Madame Bernard, s'approcha, tentant d'expliquer la nécessité de leur présence, la gravité de la situation des enfants. Mais Mémé Annette ne s'y a pas. Ces mots, rares et tranchants, furent un défi lancé à l'autorité. « Vous ne comprenez rien à notre vie. Laissez-nous tranquilles ». Sa voix, rauque et lourde d'années de secrets, portait le poids d'un passé que l'État s'apprêtait à déterrer. Autour d'elle, d'autres habitants, étaient rassemblés, formant un cercle silencieux mais palpable de soutien et de défiance. La tension était à son comble, chaque regard échangeait un affrontement entre deux mondes irréconciliables, l'ancien et le nouveau, la tradition et la loi. Pourtant, sous la pression implacable de l'intervention et le désespoir de voir son monde s'effondrer, une fissure apparut dans la carapace de Mémé Annette. Ses yeux, habituellement si durs, se remplirent d'une tristesse abyssale. Dans un murmure à peine audible, elle laissa échapper la vérité, non pas comme un aveu de culpabilité, mais comme l'explication d'une fatalité. Nous n'avons jamais voulu de mal. Nous voulions juste survivre, rester nous-mêmes, loin de votre monde qui nous juge et nous oublie. Elle raconta la peur ancestrale de la disparition, la nécessité de garder le sang, pour préserver leur lignée, leur identité montagnarde farouche. L'inceste, les malformations, tout cela était pas malice, mais l'héritage tragique d'un isolement devenu une prison génétique, une tentative désespérée de protection, qui avait perverti le sens même de la vie. Ce fut une révélation déchirante, la prise de conscience que les habitants étaient à la fois victimes, et par ignorance ou résignation, les acteurs d'une tragédie complexe et involontaire. L'aveu déchirant de Mémé Annette, prononcé du fond d'une détresse abyssale,
ne justifiait pas l'inacceptable, mais il éclairait une vérité sociologique complexe, celle d'une communauté prisonnière de son propre mécanisme de survie. En France, l'affaire du hameau des Brumes résonna comme un coup de tonnerre dans un ciel républicain. Elle força le pays à s'interroger sur les angles morts de son modèle social, sur la capacité de l'État à protéger ses citoyens les plus isolés, et sur la fragilité des équilibres entre tradition et modernité. Les médias nationaux s'emparèrent du récit, non sans prudence, mais la tragédie des enfants vosgiens devint le symbole d'une réalité rurale méconnue, où l'isolement pouvait enfanter des drames silencieux et des souffrances inouïes, loin des regards et des structures de soutien. La prise en charge des enfants, le lent travail de reconstruction des liens sociaux et familiaux, débutait à peine, confrontant les services sociaux à un défi humain sans précédent. Le hameau des Brumes devint un cas d'étude emblématique, un rappel poignant de la nécessité d'une vigilance constante envers les communautés enclavées. Si aucune loi spécifique ne fut directement nommée d'après Petit Charles, l'affaire eut un impact significatif sur les politiques publiques. Elle renforça la formation des professionnels de santé et des travailleurs sociaux aux signes de l'endogamie et de la maltraitance en milieu rural, et poussa à une meilleure coordination interservices entre la gendarmerie, l'ASE et les médecins. Des colloques nationaux furent organisés sur l'isolement rural et ses conséquences, ouvrant la voie à des protocoles d'intervention plus adaptés et plus humains. Sur les lieux mêmes du drame, une stèle discrète fut érigée, non pour stigmatiser, mais pour la mémoire des enfants, un mémorial silencieux rappelant le lourd tribut de l'isolement, et l'importance inaliénable de la protection de l'enfance. Les cicatrices du hameau des Brumes resteraient profondes, gravées dans la pierre des Vosges et dans le cœur de ses habitants. Pour Petit Charles et les autres enfants arrachés à ce cycle, le chemin vers la guérison et l'intégration serait long, jalonné de défis, mais il était désormais possible. Louis, avec son courage, avait montré la voie, prouvant qu'il était possible de briser le silence, même au prix de la rupture. Cette histoire, celle d'une république confrontée à ses propres limites, est un puissant témoignage de la résilience humaine, et de la nécessité impérieuse de ne jamais oublier. Si ce récit déchirant vous a ému et fait réfléchir sur les complexités de notre société, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez d'autres enquêtes poignantes sur des communautés méconnues de France, des histoires tout aussi captivantes qui méritent de être racontées.